Du coup, merci à tous d'être là. Merci même à ceux qui sont parvenus parce qu'il n'y a pas de temps. Du coup, bienvenue à la talk la plus dépréciée de Vox. On parle de 10 leçons que j'ai appris en lisant les 36 303 commits de Swift. Je pense qu'aujourd'hui c'est déjà beaucoup plus. Ces chiffres-là, c'était d'hier. Du coup, c'est pas un clickbait, c'est pas un des clics que vous faites sur Facebook qui vont lien vers d'autres pages. Enfin, un peu quand même. Comme vous savez, Swift a été rendu open source par Apple le 31 octobre. Ça fait du buzz. Chacun peut contribuer, chacun peut lire les codes et chacun peut comprendre aussi comment les codes ont été générés. Du coup, en lisant les commits, j'ai pas tout lu évidemment, j'ai pu tirer quelques enseignements et j'ai pu dénicher quelques curiosités qu'aujourd'hui je vais partager avec vous. Première chose, chaque chose a un début, bien évidemment. Le début de Swift, c'est un commit de Chris Lattner un samedi, le 17 juillet 2010. Un commit important qui contient pourtant rien du tout. Le vrai commit, c'est 15 minutes après, c'est dimanche, c'est midi et 4 minutes. Voilà, un commit important qui contient 10 fichiers, dont évidemment des makefiles, un lexer, un parseur et un Swift CPP qui contient les langages. Ça, ouais, c'est vide. En réalité, avant la fin de la journée, du coup dimanche 18 juillet 2010, les dates sont très importantes, Swift peut parser en tout cas des entiers, et ce qui est cool. 386 commits après, c'est un an après, il y a le premier commit de quelqu'un qui n'est pas Chris Lattner, du coup, qui n'est pas le créateur de Swift. Le mec est Doug Gregor. Et un autre commit important, c'est une correction d'une faute des frappes. Aussi une contribution importante. Mais comme Lattner le dit, faire des petites améliorations, c'est la meilleure façon dont chacun peut commencer à contribuer. Point d'interrogation. Enfin, d'exclamation plutôt. En tout cas, autre chose que j'ai appris, c'est que SVN n'est pas mort. N'est pas mort du tout, au moins c'est pas mort pour Apple. Vous avez certainement vu, il y a SVN R3, ça veut dire que SVN est toujours utilisé chez Apple. Et c'est toujours le cas jusqu'au 31 octobre, justement, quand Swift devient open source. Du coup, un README est créé et voilà, le projet est rendu disponible sur le net. Et en tout cas, pour rester en thème sur Git, voilà, si vous galérez avec Git, vous n'êtes pas les seuls. Et j'ai quelques exemples. Premier exemple, Reika Sadun, c'est une des développeuse les plus importantes du monde iOS. Elle a écrit 4 bouquins, 2200 followers sur GitHub, une personne très influente dans la communauté Cocoa. Et voilà, elle fait un commit et la dernière lui répond en disant écoute, dans ton commit, il y a quelque chose qu'il faut un peu ajuster, parle avec quelqu'un d'autre. Et Erika Sadun répond je suis une idiote totale sur Git. Et ensuite, elles répondent à elles-mêmes, effectivement, et dit honnêtement, les gars, je sais pas comment on fait ça, du tout. Du coup, il y a un jeune gars qui l'aide, écoute, tu peux squasher les commits, ensuite, tu rebase tout squash et tu saves. Et elles répondent, je pense vous pouvez pas me faire confiance. Normal. Du coup, elle efface son fork, elle crée un autre fork, du coup, et là c'est bon. Et la teneur répond ensuite en disant, j'ai du mal à croire qu'il y a quelqu'un qui est pire que moi sur Git. Ensuite, 36% de Swift a écrit en Swift. Ça veut dire quoi? Qu'effectivement, il y a pas mal de code Swift qui est écrit dans le même langage, mais c'est surtout des tests en réalité, mais pas que. Il y a pas mal de code Swift qui est dans le repo Swift, qui fait partie de la librairie standard, et c'est là où les choses se passent, parce que la librairie standard contient beaucoup de choses, notamment les optionals, les arrays, les dictionnaires. Jusqu'à là, peut-être pas de surprise, mais aussi des strings, les entiers, les booléens et même les bits. Du coup, tout ça, ce n'est pas des primitives, parce que finalement, en Swift, les primitives, ce n'est que les enums et les fonctions. Enfin, pardon, les tuples et les fonctions. Et tout le reste, c'est du jus qui est ajouté dans la librairie standard. Je pense que j'ai suffisamment parlé. On peut faire une petite pause pour réfléchir un peu à notre enfance et à la dodo de notre enfance. C'est beau. Mais je pense que j'ai quand même vu un Python. Là, oui.
parce que dans Swift, il y a du Python, il y a 1% du Python qui est utilisé pour faire des checks sur des fichiers, pour faire des splits, opérations diverses et variées, et pour gérer aussi des fichiers qui s'appellent GYB, comme ceci, des fichiers GYB, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Generate your boilerplate. Par exemple, les fonctions de addition, soustraction, division, en fait, sont ajoutées via des templates. Ça, c'est un exemple, justement, avec des fonctions arithmétiques ajoutées sur des entiers. Ça peut aller même au-delà de ça. Ça peut aller même jusqu'à la création d'entières classes ou structures faites avec du système de templating qui est codé dans des fichiers texte normaux. Ensuite, si regardez le code de Swift, vous trouverez qu'il y a pas mal des commentaires sur la complexité. Des commentaires sur la complexité qui aident pas seulement les experts du grand O, mais aussi ça nous aide à comprendre comment les choses marchent derrière et à prendre les bons choix quand on utilise quelque chose de la librairie standard. Et ça nous aide aussi à comprendre, à nous poser des questions sur le même code et justement tenant en compte la complexité du code et la complexité temporelle. Ensuite, nous sommes les facilitateurs de notre propre évolution créative. C'est une phrase que j'ai trouvée sur Internet pour ça. Elle est attribuée à Bill Hicks, c'est un comédien américain mort il y a quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Très triste. Qu'il y a une branche Swift Evolution qui contient les évolutions du langage où les gens peuvent discuter, peuvent proposer des améliorations, des propositions pour faire évoluer le langage. Du coup, si vous êtes à Paris et vous voulez proposer quelque chose, n'hésitez pas à le faire, mais surtout faites attention à ce qui peut se passer derrière, parce qu'il y a quand même des causes de rejet que Apple a voulu lister, toutes les raisons pour lesquelles Apple peut dire voilà, cette modification-là ne nous intéresse pas. Et c'est surtout lié au fait que le langage est fait partie de la famille C des langages, et du coup Apple ne veut pas que les gens fassent des propositions qui dénaturent le langage même. En tout cas, il y a un mois, exactement un mois, Swift 2.2 est sorti avec les premiers retours de la communauté et ça intègre vraiment des pull requests et des modifications qui ont été demandées exprès par la communauté, ce qui est cool. Il y a des choses pas super importantes dans certains cas, mais aussi importantes. Il y a des modifications qui concernent Swift en le rendant en langage encore plus robuste dès qu'il était. Et surtout, en tout ce temps-là, la communauté a pu faire 2200 pull requests, dont 1700 ont été effectivement acceptés par la team Apple. Et pas que, parce que voilà, depuis quelques semaines, la team Apple s'est agrandie. En réalité, 5 personnes qui ne font pas partie d'Apple peuvent committer directement sur master sur Swift. Et ensuite, on code tous la nuit. Je sais que beaucoup d'entre vous se plaignent de devoir faire des réunions, t'as le boss qui appelle, passe 2 heures au téléphone, si tu ne veux pas coder. Et voilà, c'est ce qui se passe avec Lattner lui-même. Il répond à un gars, Jesse Squires, en lui disant écoute, effectivement, moi je code la nuit, les week-ends, parce que pour moi c'est une passion, et parce que l'autre jour, simplement, j'ai des enfants et j'ai des réunions tout le temps, et du coup, je ne peux pas faire autre chose que coder le week-end. Et j'ai fini avec ça, c'est peut-être la leçon la plus importante. C'est trop facile de se plaindre des codes des autres, parce que dans Swift, il y a effectivement des fautes bizarres. Par exemple, il y a un framework de test qui n'est pas testé lui-même. Il y a des fautes grossières sur les librairies des fondations, comme ceci. Mais ça ne veut pas dire grand chose, parce que en fait, tout le monde fait des fautes. Du coup, parfois, c'est un peu trop facile de se plaindre de nos collègues, de nos coéquipiers, mais ça va
ça ne veut pas forcément dire qu'on est mieux que eux. Ça veut peut-être dire par contre qu'on peut les aider, on peut les faire progresser. Et tout comme la communauté a effectivement aidé le langage à progresser, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont corrigé ses fautes, il y a des gens qui ont créé des tests pour les frameworks de tests, il y a des gens qui ont créé des migrations sur Android pour Swift. Et du coup, il y a des gens qui finalement ont rendu le langage mieux qu'il était avant qu'il était open source. Et je pense que c'est vraiment ça la leçon la plus importante que j'ai appris. Et c'est fini. Voilà, mes coordonnées et les sources, très important. Il y a, tout ça vient de lecture de Swift Evolution. En fait, il ne faut pas lire tous les commits de Swift quand même. Il y a une grosse partie, un gros travail fait par Jesse Squires. C'est un mec qui lit tous les newsletters de Swift et il a fait des résumés tous les jeudis. Très cool. Et des mains pour en savoir plus. Voilà. Autre talk sur Swift, plus longue que celle-là. Salle Neuilly, 253. Et voilà, je vous attends nombreux. Voilà. Merci encore.